Nous revoilà donc pour la suite des questions avancées sur les borderlines. Et si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, sache que tu as une vidéo avec plein d'explications sur comment on fait le diagnostic des borderlines et c'est quoi un borderline. Voilà. Donc aujourd'hui, on va répondre aux questions suivantes qui sont: c'est quoi la différence entre hommes et femmes borderline? Comment la pathologie, elle, évolue au fil du temps? C'est quoi la place des proches dans la thérapie? C'est quoi cet état limite psychose et névrose dont j'ai entendu parler chez les borderline? Et comment on s'en sort? Et accessoirement, une petite question sur le microbiote intestinal. Donc, on va commencer par la différence homme-femme. On a longtemps estimé que borderline, c'était une pathologie de femmes, sauf qu'en fait, on voit que ce seraient les particularités des borderline hommes qui empêcheraient de les voir dans les services ou les études. Donc si on résume, il n'y a pas de différence dans les symptômes des borderline femmes ou hommes. Par contre, ce serait dans les troubles associés qu'il y aurait une différence. Chez les borderline femmes, on retrouve plus de stress post-traumatique, qui serait expliqué par plus d'agressions sexuelles chez les petites filles, et plus de troubles internalisés, comme plus de dépression ou du trouble du comportement alimentaire. Chez les hommes, on observe plus de traits de personnalité délétères, comme par exemple plus de narcissisme que chez les borderline femmes, et plus de comportements antisociaux. Ce qui expliquerait que dans les études, souvent, on retrouve plus les femmes, car les comorbidités borderline des femmes sont des motifs plus fréquents de consultation que celles des hommes. T'as pas beaucoup de narcissiques qui consultent en général, c'est un peu la merde là-dessus. Alors, la question du jour est donc, on a vu qu'un point important de la création de la personnalité, c'était le tempérament que tu avais à la base. Donc, quand on observe plus de borderline narcissiques chez les hommes, est-ce que c'est dû au sexe qui conditionnerait certains tempéraments, ou est-ce que c'est dû à la société qui conditionnerait un homme à rejeter la faute sur les autres? Eh bien, il n'y a aucune réponse à ces questions dans la recherche sur les borderline, donc je te laisse t'étriper dans les commentaires pour y répondre. Par contre, un des points sociétaux qui jouerait sur les différences hommes-femmes chez les borderline, ce serait dans les troubles du comportement alimentaire. Chez les hommes borderline, on trouve plus d'hyperphagie boulimique que chez les femmes borderline. L'hyperphagie boulimique, c'est quand tout d'un coup, tu sens l'envie de manger alors que t'as pas faim, et que tu vas te goinfrer alors que ton corps le demande pas. L'idée, c'est qu'il y aurait autant d'hommes et de femmes qui le seraient au départ, sauf que comme les femmes ont plus de pression à être belles, elles déclareraient plus de troubles comme l'anorexie et la boulimie, troubles du contrôle de son comportement alimentaire. Les hommes avec moins de pression n'essaieraient pas de contrôler leur hyperphagie et donc auraient moins d'anorexie ou de boulimie. Donc la conclusion de certains chercheurs, c'est que s'il y a bien des différences hommes-femmes chez les borderline, eh bien ces différences sont quand même moins fortes que dans la population générale. Donc hommes et femmes au niveau borderline ne sont pas si différents que ça. Donc passons maintenant à la question de l'évolution au fil de la vie. Avant de commencer, je tiens à revenir sur la dangerosité de la pathologie, car il est souvent revenu dans les commentaires, c'est trop négatif ce que tu dis sur les borderline. Eh bien, je tiens à répondre quand même qu'il faut savoir que tout au long de sa vie, un borderline a 10% de chance de mourir parce qu'il est borderline. C'est 400 fois plus de chances de se suicider que dans la population non atteinte de troubles. Donc déjà, c'est une pathologie qui te pourrit la vie, mais en plus, elle te met une chance sur 10 de crever. Ce qui est important de voir de manière générale, c'est de ne pas définir votre vie en fonction de la pathologie. On peut effectivement être borderline et passer de bons moments. Mais un cancéreux aussi peut passer un bon moment. Et est-ce que dans les vidéos sur le cancer, les gens te disent « Ah mais oui, mais le cancer, les gens peuvent être un peu heureux quand même ?» Bah non, parce que le cancer c'est de la merde et borderline c'est de la merde. Sachant que comme j'ai dit en première vidéo, ce n'est pas ta personnalité qui est de la merde, c'est l'incapacité à la gérer qui est merdique. Et donc oui, je continuerai à parler négativement d'un trouble qui détruit des vies et tue une personne sur 10. Donc effectivement, tout au long de sa vie, il a beaucoup de chances de se suicider le borderline. Maintenant, on va essayer de voir tout au long de sa vie ce qui se passe de enfant à adulte. Alors, je t'explique comment sont faites les études. En général, on prend des gens qui rentrent dans les critères du trouble borderline, on prend en compte d'autres variables pour voir ce qui va jouer sur l'évolution du trouble, et on les suit pendant des années, voire des dizaines d'années pour voir l'évolution. Et on en tire les conclusions qui conviennent. Donc on va commencer par les études qui suivent les patients depuis qu'ils sont enfants. Et là on remarque un point très important, c'est qu'il est impossible de prédire si un enfant va finir borderline ou pas. Car quand on prend des gamins qui rentrent dans les caractéristiques des borderline, on ne voit pas de lien avec leur état adulte.
ce qui va dans le sens de la théorie que l'on a présentée dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir une personnalité difficilement gérable qui fait de toi un borderline, c'est le fait que tu n'aies pas l'occasion d'apprendre à la gérer. Des gamins qui ne savent pas gérer leur personnalité, t'en as un paquet, mais quand tu es enfant, tu as encore plein de possibilités d'apprendre, ce qui arrive dans beaucoup de cas avec des gamins qui vont commencer à développer une personnalité borderline. Ils apprennent à le gérer parce qu'ils ont l'environnement qui leur permet d'apprendre à le gérer. Par contre, pour les adolescents qui présentent des traits borderline, on perçoit une chance plus grande qu'il le reste. Globalement, les premières manifestations du trouble, c'est les comportements externalisés du trouble comme les crises, l'instabilité émotionnelle ou les automutilations. En grandissant, on voit un changement dans les symptômes. Typiquement, plus un borderline grandit, plus l'instabilité émotionnelle baisse et donc laisse la place aux problèmes liés au fonctionnement interpersonnel. Donc, si on reprend notre schéma, la capacité de gestion des émotions des borderline s'améliore avec le temps, ce qui expliquerait aussi que les comorbidités diminuent avec le temps chez les borderline dans les pathologies qui dépendent de la gestion des émotions. Par contre, c'est mentir que de dire que le trouble disparaît, puisqu'il reste malgré le temps toute cette partie à gérer qui reste problématique dans la plupart des études longitudinales. Donc effectivement, il y a des borderline qui vont se soigner par eux-mêmes et rien qu'avec le temps, sauf que ce n'est pas tout le temps le cas. Et donc il y a plusieurs choses quand même qui se posent problème dans ces recherches tout au long de la vie. Premièrement, c'est qu'en fait, les études sur après 50 ans, on n'en a pas beaucoup, donc on ne sait pas ce que devient un borderline vieillissant. Et il y a un autre problème que les chercheurs analysent, ce serait le concept de trouble de la personnalité tardif, suite à des cas de décompensation, c'est-à-dire des gens qui pètent un câble d'un coup et qui déclareraient un trouble de la personnalité plus tard, ce qui est rare mais observé. L'idée, ça serait que la personne a un trouble de la personnalité sous-jacent, avec des gestions des émotions défaillantes et une vision de la vie biaisée, sauf qu'elle aurait trouvé des modes d'adaptation qui permettraient un équilibre, genre par exemple une personne obsessionnelle qui serait limitée par le caractère fort de son conjoint. L'équilibre se tient pendant des années, jusqu'à que le mode d'adaptation ne soit plus possible, comme par exemple avec des personnes en manque affectif et contrôlant qui délirent une fois les enfants partis de chez eux. Oui, il y a un vide et plus personne à contrôler, du coup, le côté borderline contrôlant ressort. En fait, le trouble de la personnalité serait caché par un système familial, un travail ou des proches, et à la disparition de ces méthodes qui permettraient à la personne de tenir, tout pèterait. Il reste à étudier le phénomène pas mal quand même. Donc maintenant, on va aborder une question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est proche d'un borderline? Alors, je vais pas pouvoir te donner de conseils si tu es proche d'un borderline, parce que comme expliqué dans la première vidéo, un trouble de la personnalité, c'est pas une case où l'on dit exactement ce que l'on a, c'est une infinité de possibilités de personnalités difficiles à gérer. Gérer un borderline narcissique ou contrôlant ou évitant ou à faible estime de soi ou à trauma sexuel, c'est pas du tout la même. Donc la meilleure personne qui peut te conseiller sur quoi faire, c'est le psy de ton conjoint borderline. En attendant, les chercheurs, ils ont étudié la place du conjoint dans la thérapie, car le fonctionnement interpersonnel étant fortement impacté dans les troubles de la personnalité, c'est normal de s'intéresser à l'entourage. Et il y a 3 types de programmes qu'on a mis en place pour les proches. Le premier programme, c'est d'utiliser les proches dans des cas très précis. Le proche est vu au cours de la thérapie, le psy lui explique ce que c'est le trouble, le programme actuel et surtout les compétences que le psy est en train d'apprendre au patient. Ce qui permet au psy d'apprendre aux proches à soutenir le patient quand une crise arrive ou quand il doit affronter un exercice compliqué. Le deuxième type d'intervention, c'est comme dans les thérapies familiales. La famille entière est vue afin de comprendre le trouble et surtout de gérer eux-mêmes la réaction qu'ils ont face à ce trouble, afin de construire des réactions plus saines, base d'une nouvelle vie pour la personne atteinte de borderline. Alors, tu as plusieurs programmes, mais je vais pas les détailler car tu auras bien du mal à les trouver en France. Et s'il y a par contre des pros intéressés pour les remonter, je te laisse les références en description. Et le dernier type d'intervention, c'est des thérapies de couple adaptées à partir des traitements efficaces sur les borderline, comme la thérapie dialectique, où l'on voit la relation de couple comme le départ de relations plus saines. De manière générale, je pense pas que tu trouveras facilement ces programmes en France, du coup le mieux que tu puisses faire pour aider un borderline, c'est de demander à son psy quoi faire. Et si la personne avec qui tu vis ne va pas voir de psy, le mieux est essayer de l'amener à en voir, ce qui effectivement, je te l'accorde, n'est pas facile. Ensuite, réflexion par rapport à l'histoire de psychose, névrose et état limite. Alors c'est une classification des types de troubles. Le problème c'est que je peux pas t'en parler pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait des dizaines d'années qu'elle a été abandonnée au niveau international et que donc plus aucun article scientifique récent ne l'utilise.
Ce qui s'entend puisqu'il y a des centaines de problèmes différents qu'on ne peut pas synthétiser en seulement 3 types de problèmes. Et du coup, beaucoup de chercheurs sont partis sur d'autres modèles plus personnalisés en fonction de la problématique. La deuxième raison, c'est que j'ai jamais rien compris à la différence. Et la troisième raison, c'est que même quand j'ai essayé de comprendre, quelqu'un m'a expliqué. Ensuite, j'en ai parlé à une deuxième personne qui me disait le contraire de ce que l'autre disait. Et il me disait que l'autre disait n'importe quoi. Et dans un dernier effort de comprendre, une personne m'a dit, c'est normal que les gens te disent le contraire. Chacun pense ce qu'il veut. Il y en a même qui disent que ça n'existe pas. Donc, définir un concept qui change selon la personne qui en parle, cela dépasse mes capacités de vulgarisation. Tu trouveras donc, je pense, sur Internet des gens plus intelligents que moi pour te l'expliquer. Et sache que quand mes vidéos parlent du trouble de la personnalité borderline, on ne parle absolument pas d'état limite, qui est une vieille classification que je n'utilise pas et que les chercheurs n'utilisent pas pour parler du borderline. Donc je suis désolé, tu as plein de chaînes qui en parlent, je pense que tu trouveras ton bonheur là-bas si tu veux expliquer borderline en fonction de la classification état limite. Et on arrive à la question qui intéresse le plus les gens, c'est quoi les thérapies adaptées au borderline? Sache que déjà, toutes elles s'accordent sur le fait qu'apprendre à gérer sa personnalité, ça prend du temps, et généralement les recherches font au moins un suivi des patients pendant 2-3 ans. Donc, quelle que soit la thérapie, elle prend du temps pour un trouble de la personnalité. Et ensuite, je suis désolé pour tous ceux qui voudraient tous les détails des thérapies, mais comme on n'a pas 3 heures devant nous et que je peux pas monter non plus des trucs de 3 heures sinon je pète un câble, la présentation sera succincte. Oui, succincte, ça se dit. Bon, succincte en français. Donc, on va parler de 4 thérapies. La première, c'est la thérapie transférentielle ou les thérapies psychodynamiques. Ce sont des thérapies issues de la branche psychanalyse de la psychologie. La psychanalyse, c'est une branche très large de la psychologie, amenant des pratiques psychothérapeutiques diverses et variées, dont la plus connue est la cure psychanalytique, celle où tu es sur un divan, mais c'est pas celle-là dont on va parler chez les borderline. Donc un jour, un psychanalyste s'est dit que les pathologies étant différentes, il fallait adapter la prise en charge en fonction des pathologies, et ne pas appliquer le modèle sur toutes les pathologies, chose acceptable en psychanalyse. Et il s'est dit qu'on ne peut pas appliquer, par exemple, la cure analytique à tous les problèmes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique que tous les problèmes fonctionnent de la même manière. Il décide alors de se concentrer sur les borderline et propose une thérapie plus active que celle généralement proposée en psychanalyse, avec par exemple des objectifs clairs, une intervention plus active du thérapeute et un apprentissage de certaines compétences. L'objectif de ces thérapies, en fait, c'est l'analyse des relations humaines qu'établit le borderline. L'intérêt, c'est de revenir en séance sur la façon dont le borderline se lie avec les autres personnes, et le psy aussi, afin de pouvoir l'amener progressivement à modifier comment il se lie aux autres sur un mode plus sain. Si on reprend notre modèle, l'objectif ici est d'observer comment la personne se comporte avec les autres, ce qu'elle ressent, pour progressivement trouver de meilleurs moyens de s'adapter et réduire la détresse. Et on a passé à la thérapie transférentielle, puisque l'important est le processus de transfert, où la personne va revivre ses expériences passées dans l'expérience présente avec le psy ou les autres personnes. Il y a un deuxième type de thérapie issue de la psychanalyse, c'est la thérapie basée sur la mentalisation, qui vient de l'idée que les borderline souffriraient d'une mentalisation biaisée. Alors, c'est quoi la mentalisation? La mentalisation, c'est la façon dont tu t'imagines le monde, comment tu interprètes tes actions et les actions des autres. Et comme on a vu que la vision du monde des borderline était biaisée, c'est tout indiqué. Le traitement ici alterne typiquement entre des séances individuelles et de groupe. Le but du psy, c'est d'activer les représentations biaisées de la personne, puis de les noter et d'en parler pour augmenter sa flexibilité. Flexibilité qui permettra d'augmenter la prise de recul du patient sur ses émotions. Les séances en groupe, elles permettent de croiser les visions et de voir que les autres ont une personne différente de nous aussi et de dégager de notre vision du monde biaisée. Ça, ce sont les 2 thérapies utilisées pour les borderline issues de la branche psychanalyse. Il y a une autre grosse branche des psychothérapies que sont les TCC, qui a aussi 2 thérapies démontrées efficaces. La plus étudiée, c'est la thérapie dialectique. La thérapie dialectique, elle se concentre sur 2 choses. La première, c'est la réduction de la détresse émotionnelle, en utilisant par exemple la pleine conscience. L'objectif ici, c'est de réduire l'impact des émotions afin de gagner en flexibilité mentale et bloquer des comportements potentiellement délétères pour toi. La deuxième, c'est d'augmenter la prise de recul du patient face à ses émotions avec la dialectique. La dialectique, c'est de manière très très résumée,
l'art de débattre avec quelqu'un qui a des idées différentes de nous. Et là, l'idée, c'est de débattre avec le patient de la logique de ses émotions pour adopter un autre point de vue qui va modifier les émotions. Tu vas me dire, oui, mais c'est la même chose qu'ils font dans la méthanisation. Ben oui, on y reviendra. La deuxième thérapie issue des TCC, c'est la thérapie des schémas. Donc, les schémas, ce sont toutes les émotions, réactions et façons de voir le monde qui façonnent ta personnalité. Et le problème du trouble de la personnalité serait leur incapacité à s'en détacher, un peu comme s'ils étaient prisonniers de leur personnalité et en manqueraient le contrôle. Ici, le but, ça va être d'utiliser toutes les techniques que l'on retrouve dans les thérapies cognitives et comportementales pour remettre en question les schémas. On peut les remettre soit par son intellect, soit en modifiant son comportement, soit en donnant une réinterprétation adulte des différentes émotions qu'on a vécues quand on était petit. La thérapie, elle met l'accent aussi sur les cercles vicieux qui font que l'on n'en s'en sort pas, comme j'ai peur qu'on me quitte, donc je suis angoissé, donc l'autre me quitte, donc j'angoisse encore plus. Alors en fait, t'as remarqué que je présentais toutes les thérapies. Mais quand on présente toutes les thérapies, j'ai repris le modèle de la création d'un borderline. Ce qui est logique, car les différents chercheurs ayant créé ce modèle sont ceux qui proposent les nouvelles thérapies dont je t'ai parlé. Et tu te rends compte que la plupart essaient d'obtenir le même objectif. Détruire les conditionnements précédents, ouvrir à une nouvelle façon de vivre et réduire ton instabilité émotionnelle. La seule chose qui change, c'est l'action, la priorité que la thérapie va mettre en avant. Si tu prends les techniques de mentalisation, t'as aussi les techniques de cognitive et de dialectique. Les techniques émotionnelles de la thérapie des schémas peuvent être complètement reprises dans la dialectique. Tous reviennent sur ton passé et comment tu as créé ta personnalité. Et dans toutes ces thérapies, l'influence de la relation psy et patient est complètement la même. Sauf qu'elles ont des noms différents. En thérapie transférentielle, on appelle ça le transfert. En thérapie des schémas, on va appeler ça l'alliance thérapeutique. C'est pour ça qu'actuellement, les études comparatives montrent une efficacité équivalente entre ces différentes thérapies. Il y a une étude, à la limite, qui montrerait que la thérapie des schémas fait mieux que la thérapie de transfert, et une qui montrerait que la thérapie de transfert serait équivalente au reste, mais serait mieux pour sécuriser l'attachement. Mais 2 études comparatives, ça fait trop peu pour qu'on ait le recul nécessaire, donc actuellement, on peut juste conclure que c'est équivalent. Les 4 thérapies sont issues du même modèle et visent les mêmes objectifs. La question maintenant, ça va être de savoir où trouver les soins adéquats. Théoriquement, dans plein d'endroits, puisque des psy-adeptes de la psychanalyse ou des TCC, il y en a plein. Par contre, en pratique, c'est plus compliqué pour plusieurs raisons. Du côté psychanalytique, il faut voir que les thérapies et théories dont je t'ai parlé, elles sont pas bien vues par un bon paquet de psychanalystes. Et que tu tomberas sûrement sur des articles qui les incendient si tu te renseignes sur elles sur Google. Ce qui dérange apparemment une partie de la branche psychanalyse, c'est d'une part le fait d'emprunter des techniques ou la méthode d'entretien active que l'on retrouve chez les TCC, chose impassable pour pas mal du psychanalyste. Et le pire, c'est que les chercheurs qui ont monté ces théories ont essayé de démontrer que leur thérapie était efficace, avec des études scientifiques. C'est d'ailleurs pour ça que je t'en parle, parce que eux ont pu montrer que c'était efficace ce qu'ils allaient faire sur les patients. Ce qui est horrible pour une partie de la branche psychanalytique, qui disent qu'il n'est pas possible de tester l'efficacité d'un traitement. Donc voir un psychanalyste ne veut pas dire voir quelqu'un qui connaît ce modèle et les thérapies qui les modifient. Et pareil du côté des TCC, un TCCiste doit s'y connaître en thérapie des schémas ou en dialectique pour l'appliquer, car la formation TCC de base ne comprend pas forcément les modèles de compréhension de l'attachement, de la construction de la personnalité ou des enjeux de développement de l'enfant, qui sont essentiels quand on parle de troubles de la personnalité. Donc tu devrais trouver plein de gens psychanalystes ou en TCC, mais il faut d'abord s'assurer qu'ils s'y connaissent sur ce qu'on fait avec les borderline et sur les différentes thérapies proposées. Ça dit pas que tester n'importe quoi ne sert à rien, puisque forcément, des choses qui peuvent remettre en question ta façon de voir les choses, il peut y en avoir d'autres, mais disons qu'actuellement, ces 4 thérapies sont les plus efficaces pour t'apprendre à gérer ta personnalité. Et au final, je vais répondre à une petite question dont j'ai pas la réponse. On m'a demandé si un microbiote intestinal pouvait expliquer le trouble borderline. Alors, je te raconte l'histoire générale. On a découvert, il y a une dizaine d'années, un axe important dans notre corps entre notre intestin et notre cerveau. Et comme quand on fait une découverte importante, tous les chercheurs sont tout foufou parce que ça ouvre la porte à tout plein d'expériences et plein d'explications différentes. Et ça leur remet en question plein de choses. Donc là, ils ont découvert cet axe, ils essaient de l'analyser pour voir ce que ça pourrait expliquer. Donc en ce moment, c'est l'ébullition, et si tu tapes microbiome intestinal plus n'importe quoi, tu vas forcément tomber sur une hypothèse quelque part.
Sauf que entre les chercheurs se demandent et ont fait une expérience et oui, ça se passe comme ça, il y a un monde que le tout venant les journalistes ne voient pas forcément. Et au niveau psy, c'est vrai qu'il y a plein d'hypothèses sur ce microbiote intestinal, il y a plein d'hypothèses à tester, et ça vaut franchement le coup de les tester, mais il y a aussi plein d'expériences foireuses, plein de résultats exagérés, et donc j'attendrai personnellement 5 à 10 ans avant d'en tirer des conclusions, et si c'est une piste géniale pour les patients, ou pas. Pour répondre à la question, en fait, j'ai rien trouvé pertinent sur microbiome et borderline. À la limite, on trouve des choses sur le poids, la dépression et l'anxiété. Il y a des XP, mais des XP un peu foireuses quand même. Mais rien trouvé sur le borderline. Donc, moi, j'attends de voir avant de tirer des conclusions.